Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous présenter ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans cette grande édition. On commence par la réunion du Conseil supérieur de la défense tenue à Lubumbashi il y a 2 jours, présidée par le chef de l'État. La réunion avait comme objectif de faire une autopsie de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On écoute à ce sujet le vice-premier ministre de la Défense, Alexandre Lubatambo. Ce mercredi 6 novembre 2013, à 15h15, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, a présidé à Lubumbashi une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, regroupant autour de lui le Premier ministre, son Excellence M. Matata Ponyo Mapon Augustin, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, son Excellence M. Lubantambo Alexandre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence M. Mouyez Manguez Richard, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Etumba Longila Didier, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Bisengimana Charles, le chef d'état-major des forces aériennes, le lieutenant général Massamba Musungu Rigobert, le chef d'état-major de la force navale, le vice-amiral Kiabu Kaniki Emmanuel, les chefs d'état-major particuliers du président de la République, les généraux-majors Mbala Célestin. La situation générale du pays a été jugée globalement calme sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a pris acte du très bon comportement des FARDC qui ont mis fin à l'occupation depuis plusieurs mois d'une partie de notre pays, particulièrement les territoires de Rutshuru, où nos populations ont subi d'importants sévices. Le président du Conseil a présenté des félicitations méritées aux membres des forces armées pour leurs prestations sans précédent. Le Conseil a réaffirmé, comme lors du sommet commun SADC-CIRGL tenu à Pretoria le lundi 4 novembre 2013, la détermination de la République démocratique du Congo à poursuivre l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Conseil a suivi avec intérêt l'exposé du plan des opérations, sa conception, son exécution et les bilans ayant marqué la fin des combats. Un stock important d'armes et de munitions de type non utilisé par les FARDC et visiblement fourni aux rebelles par des pays étrangers a été découvert à Tchanzu. Pour son édification, la presse tant nationale qu'internationale a été invitée à visiter ce sanctuaire des rebelles. Le Conseil lance un appel pressant à tous les autres groupes armés nationaux et étrangers encore actifs sur le territoire national pour qu'ils saisissent l'opportunité leur offerte de déposer les armes et suivre le processus DDR, sinon ils y seront contraints par la force. Et on reste dans la capitale cuprifère, mais pour parler cette fois du chef du gouvernement qui se démène pour le désenclavement du pays par la réhabilitation des voies de communication. Cette volonté concerne la modernisation des routes, mais aussi celle des chemins de fer. Voilà qui explique les efforts consentis pour que la Société nationale des chemins de fer du Congo redevienne opérationnelle. Suivez les détails dans ce reportage. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, disait Henri Morton Stanley. L'ayant compris et surtout l'ayant intégré dans sa gouvernance, l'exécutif national a levé l'option de relancer la Société nationale de chemin de fer du Congo, jadis fleuron de l'économie nationale. Pour le Premier ministre Matata Ponyo, il va falloir accélérer le processus d'acquisition de locomotives et de voitures pour booster davantage l'économie dans cette partie du pays. À la SNCC, les anciens reconnaissent que c'est pour la première fois depuis des lustres qu'un gouvernement se penche tant sur le dossier SNCC.
Bon, moi j'ai plusieurs années ici, comme je dis 38 ans. À toi, c'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui s'implique dans le problème du chemin de fer. C'est pour la première fois. On a déjà fait des demandes, mais c'est la première fois que je vois un Premier ministre qui s'implique, qui s'intéresse, qui pose des questions. Un Premier ministre qui pose des questions de détail pour chercher à comprendre. Bon, un sentiment de fierté qu'on reconnaisse le chemin de fer comme un vecteur de développement. Parce qu'il y a très peu de routes. Le chemin de fer ici commence à Sagana, il va à Ilebo, Dilolo, Kindu Kalemi. Mais les routes s'arrêtent à Tinké. Partout là-bas, il n'y a pas de route. Et le chemin de fer apporte la vie. En visitant l'usine de traverse en béton, l'un des volets importants du projet de transport multimodal, le Premier ministre a, parlant de la relance de la SNCC, recommandé au personnel de la rigueur, de la prudence et de la patience. Matata Pognon a recouru à la métaphore. Lorsque un enfant était à l'agonie et qu'il reprend goût à la vie, il a tendance à se reconstituer rapidement, alors que le médecin lui dit attention, il faut y aller petit à petit. Quelqu'un qui a été fracturé, quand on veut le remettre à courir, il prend ce qu'on appelle l'adaptation. Il commence à marcher avec le béquille petit à petit. Et s'il veut marcher vite, il se casse et il peut peut-être se casser définitivement. C'est la même chose pour la SNCC. Le chef de l'État a levé l'option de pouvoir rétablir la SNCC de manière durable. Mais il y a des étapes, il y a des exigences. Vous êtes en train de vivre la renaissance de la SNCC. Nous intervenons dans la vision du chef de l'État et nous intervenons aussi avec la détermination du gouvernement de voir la SNCC reprendre. Nous avons acheté, j'étais comme ministre des Finances, des locomotives avec de l'argent du Trésor public. Nous sommes en train d'acheter 6 locomotives avec de l'argent du Trésor public. Le personnel de la SNCC ne comprend pas. Si les syndicalistes ne comprennent pas ça et veulent tout avoir au même moment, ils bloquent la machine, mais quand on vous dit aujourd'hui que les trains commencent à arriver 2 fois par semaine, là où le train arrivait 1 fois 7 mois après, vous ne voyez pas la différence. La différence est là. Là où les trains passent, tous ces villages-là, les gens vivent parce qu'ils savent vendre, ils savent maintenant cultiver. Par cette visite dans les installations de la SNCC, le Premier ministre a bouclé la boucle de son séjour de 48 heures au Katanga. Retour sur la situation sécuritaire en se rend à Goma. 287 capturés du M23 sur différents fronts par les forces armées de la République démocratique du Congo ont été présentés ce vendredi à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo aux experts et aux attachés de défense des ambassadeurs accrédités en RDC par le gouverneur Julien Paluku. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone notre correspondant sur place, Patrick Sialoua. Parmi ces ex-rebelles du M23 figurent des sujets rwandais, des Ougandais, mais aussi certains Congolais, capturés sur différents fronts, à Kibumba, Rumangabo, Rugari, à Kiwanja, mais aussi à Bunagana. Tous ces ex-M23 seront amenés à Bweremana, où se trouve l'état-major général de la 8e région militaire, en attendant la décision de la haute hiérarchie des FARDC, a déclaré un officier FARDC assurant leur encadrement ici à Kanyaruchinya. Ces capturés, dont un colonel, ont juré de ne plus intégrer des groupes armés en demandant pardon au peuple congolais. Ici à Kanyaruchinya, l'attachée à la défense de l'ambassade de la Russie en RDC, Madame Galino Sinova, prodigue des conseils à ses ex-M23. Quand je vous vois, j'ai l'arme aux yeux, vraiment. Parce que moi, j'ai des fils comme vous. Ne prenez jamais l'arme dans votre bras. Je vous dis, pas comme diplomate, je vous dis comme maman, j'ai des fils comme vous. Quand je vous regarde, j'ai vraiment l'arme aux yeux. Oui, ne prenez jamais l'arme aux yeux. Prenez vos études. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça donne la paix à votre maman, à votre famille.
famille, à tout le monde. De son côté, le gouverneur Julien Paluku Kahonga du Nord Kivu, réagissant sur la présence de 1700 autres ex-rebelles du M23 en Ouganda, a déclaré pas question de les intégrer dans notre armée, car dit-il, ils sont tous des étrangers. Naturellement, il doit y avoir des Rwandais refoulés de la Tanzanie, il doit y avoir d'autres Ougandais, et donc la République ne peut pas accepter d'intégrer au sein de son armée des étrangers pour ne pas y créer encore d'autres infiltrés. Donc c'est ça, au niveau du gouvernement congolais, on rejette totalement la déclaration du porte-parole de l'armée ougandaise faisant état de la présence de 1700 personnes auprès de Makenge. Ça pour nous c'est faux et archi-faux, et c'est une stratégie de chercher à infiltrer encore une fois au sein de nos forces armées d'autres criminels. De retour de Kanyaruchinya. De l'autre côté, la société civile du Nord Kivu n'a pas gardé silence face aux questions de l'heure. Elle était face à la presse nationale ce vendredi pour saluer la victoire des FARDC face au M23, mais également donner sa position par rapport aux pourparlers de Kampala. Suivez. Lors de cette rencontre, les membres de la société civile du Nord Kivu ont sincèrement félicité les forces armées de la République démocratique du Congo pour le succès réalisé sur les M23 dans la province du Nord Kivu. La société civile du Nord Kivu a à cette occasion alerté les gouvernements et la MONUSCO pour qu'ils combattent les autres forces négatives qui écument les provinces du pays. Nous estimons également qu'une fois les opérations menées contre les ADF NALU, contre la LRA, contre le FDLR, contre les autres milices Maï-Maï qui déstabilisent la région, il importe qu'on consolide l'autorité de l'État, qu'on installe la police, qu'on renforce l'armée pour surveiller les frontières. Thomas Dakin ajoute que le chef de l'État a tout le droit de faire le choix sur la formation du gouvernement d'union nationale. Il n'y a que lui qui réfléchit sur les animateurs du gouvernement. Nous, on se pose la question pourquoi il doit, ou du moins pourquoi les gens doivent s'agiter pour dire le chef de l'État. Mais c'est comme il l'a toujours fait. La société civile du Nord Kivu pense également la poursuite des pourparlers de Kampala n'a plus de sens puisque le succès militaire est déjà accompli. Écho des provinces toujours, mais cette fois-ci, on va se pencher sur le plan des infrastructures. On prend l'avion pour le Kasaï occidental où l'entreprise chinoise Krexet a signé un protocole d'accord avec le gouvernement provincial portant sur des projets de construction de routes, ponts et barrages. Images et commentaires. C'est le gouverneur de province Alex Kandemou-Pompa pour le Kasaï occidental et le directeur général Li Shaoyu pour la société Krexet qui procèdent à la signature de ce protocole d'accord. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial ainsi que ceux du cabinet du gouverneur de province. Ces protocoles de 24 articles au total couvrent une période de 10 ans. Il consiste essentiellement en la réalisation de divers ouvrages tels que les routes, les ponts, le barrage hydroélectrique sur les chutes Mbombo, ainsi que tous les autres petits ouvrages nécessitant des interventions. Le protocole d'accord est conclu pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature. Toutefois, sa reconduction devra faire l'objet d'un avenant dûment signé par les deux parties. Du financement du projet. Article 2. La société China Railway 70 Group Corporation Limited, Krexet, s'engage à concevoir, construire et ou réhabiliter, assurer les prestations dans les conditions qui seront fixées dans un ou plusieurs contrats dûment signés par les deux parties, sous le contrôle du gouvernement provincial, et dans les conditions prévues par le protocole d'accord, notamment le respect des pièces techniques et à financer l'ensemble des projets. Vu de manifester son soutien à la concrétisation du projet, le gouvernement provincial s'engage, entre autres, à verser mensuellement $100 000 américains à Krexet pendant l'exécution des travaux du pont sur Kasaï, ainsi que pour les routes. La signature de ces protocoles d'accord entre dans la droite ligne du désenclavement de la province en passant par ses frontières avec la province de Lunta Norte en Angola.
Et il s'agit plutôt d'éducation au gouvernement provincial du Bandundu. Une attention particulière est accordée à la dotation de bancs en bois aux écoles de la ville de Bandundu afin de permettre aux écoles, aux écoliers et aux élèves de suivre des enseignements dans des conditions optimales. Suivez. Plus de 1300 bons en bois d'ébène sur une barge au port des Sodefar à Kinshasa. Il s'agit d'une partie de la commande passée par le gouvernement provincial du Bandundu, dirigé par Jean Kamisendu, à cette société d'exploitation forestière qui devrait à terme livrer plus de 10 000 bancs aux écoles du Bandundu. La plupart de nos écoles datent de l'époque coloniale. Les bancs, les infrastructures sont devenues vétustes. C'est pour cela que la province avait commandé ces bancs-là. Ce sont les bancs qui vont aller dans les districts de Kwilu et du Kwango. Ceux du district de Maïndombe sont allés par eau à partir de Nyoki parce que les bancs ont été fabriqués chez nous au Bandundu, à Nyoki. Il y en a qui sont allés vers Koutou et d'autres vers Inongo. Ceux-là vont aller à Kenge, vers Kenge et vers Kikwit Boulongo. En mission de service à Kinshasa, le ministre provincial du budget confirme que le gouvernement de Jean Kamisendu ira jusqu'au bout de cet engagement. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme du gouvernement pour équiper les institutions scolaires. Ce qui fait que là, nous avons déjà commandé, évidemment le gouverneur de province a déjà commandé 10 000 bancs pour équiper les écoles à travers la province. Ça, ce n'est qu'une livraison de quelques bancs. Donc, les quantités qui arrivent ici, c'est pour desservir le côté sud, parce que c'est plus facile d'aller sur Kikwit, sur Kenge, à partir de Kinshasa, que d'envoyer ça à partir de Nyoki. Ce qui procède d'ailleurs de la vision du gouverneur du Bandundu. L'éducation, en fait, n'a pas de prix. Ce que nous aurons fait de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, nous allons récolter demain. Donc l'éducation n'a pas de prix. Pour le gouverneur de province, il s'est dit, à l'horizon 2016, aucune école dans le Bandundu ne peut fonctionner sans banc. S'insérant dans les objectifs de la révolution de la modernité, Jean Kamisendu s'investit également dans la consolidation de la justice au Bandundu. 1 millier de sacs de ciment sont déjà en route pour Inongo afin de réfectionner le palais de justice dans le Maïndombe. Et cap vers la suite du processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a réuni pour la deuxième fois les comités de liaison et le forum des partis politiques pour la validation de la feuille de route du processus électoral 2013-2016. C'était cet avant-midi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Reportage. 836 membres des 418 partis politiques reconnus officiellement par le gouvernement congolais ont pris part à ces forums. Ce forum, qui est le deuxième du genre, a comme objectif la mise en œuvre des feuilles de route électorales 2013-2016. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette feuille de route? Que premièrement, la CENI est déjà à pied d'œuvre et elle a présenté un certain nombre d'activités réalisées à ce jour comme première étape de la feuille de route. Le diagnostic organisationnel, la définition des termes de référence sur l'audit du fichier électoral, le plan opérationnel 2013-2014 de tous les actes préparatoires des élections urbaines, municipales et locales. Étant un instrument important, sinon essentiel de la démocratie, les partis politiques sont nécessaires pour un bon fonctionnement du processus électoral. Après ces deux forums tenus par la CENI, il ne reste qu'aux partis politiques d'intégrer ces processus pour une bonne marche de la démocratie en RDC. Dossier gender, le lancement du projet de prévention et de réponse aux violences sexuelles est basé sur le genre fait aux femmes, aux hommes, aux adolescents et aux enfants en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un atelier organisé sur ce thème en présence du ministre du genre, de la famille et de l'enfant sous l'appui technique et financier de la Banque mondiale et de l'UNFPA. Suivez.
Et on termine par le sport. C'est une journée victorieuse pour le FC Nzakimwena qui a battu New Belor sur la note de 2-1. Match comptant pour la 4e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. 3 autres rencontres ont également eu lieu, à savoir US Amazon qui a perdu devant Real de Kinshasa sur un score de 5-0. SC Likia qui a eu raison de FC Lesadis sur un score de 3-1. Et enfin JS Congo qui a pris le dessus sur FC System sur un score de 3-0. Avant de terminer, je vais vous parler de la secrétaire d'État belge à l'asile, la migration, l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté qui séjourne à Kinshasa. Après avoir tenu une conférence de presse cet après-midi à l'hôtel Memling, Maggie Debloc et le directeur général de la migration belge, Freddy Rosemont, ont été l'invité d'une interview exclusive tenue par Fezamika avant l'intégralité de cette émission qui sera diffusée à 20h35.